Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation, le CCNI, sur l'utilisation du vaccin contre la COVID de Moderna. Mon nom est Claudine Chevrier. Je vais être la modératrice pendant ce webinaire qui est organisé par le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, le CCNMI. Donc, le CCNMI est financé par l'Agence de la santé publique du Canada, propose des ressources en application des connaissances afin d'informer les politiques et programmes de santé publique partout au pays. Avant de débuter le webinaire, je voudrais souligner que le CCNMI est situé sur les terres faisant partie des territoires traditionnels des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, et qui est situé au cœur de la nation métisse de la Rivière-Rouge. Le CCNMI tient au respect des traités qui ont été conclus relativement à ces terres, reconnaît les préjugés et les erreurs du passé et s'engage à aller de l'avant en partenariat avec toutes les collectivités autochtones dans un esprit de réconciliation et de coopération. Alors, je vais commencer en vous donnant quelques détails d'ordre pratique. Ce webinaire, comme vous le savez sûrement, se fait sur la plateforme Zoom. Pour ceux et celles qui ont des problèmes à utiliser Zoom, c'est possible également de regarder ce webinaire qui est présenté en direct sur YouTube. Donc, vous trouverez le lien de la diffusion en direct dans le courriel que vous avez reçu de Eventbrite hier ou aujourd'hui pour les participants qui se sont enregistrés seulement aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions d'ordre technique au sujet de la plateforme Zoom ou de la rediffusion en direct sur YouTube, vous pouvez écrire directement à nccid@commercialhumanitoba.ca et on va faire de notre mieux pour vous aider. Ce webinaire, encore une fois, vous le savez sûrement, vise à informer les prestataires de soins de santé au sujet des recommandations du CCNI sur l'utilisation du vaccin contre la COVID-19. Le webinaire va comporter deux modules qui seront présentés par la Dr Caroline Quach. Le premier module présentera les caractéristiques de l'information au sujet de l'entreposage, la manipulation et l'administration du vaccin contre la COVID-19 de Moderna. Le deuxième module portera sur les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation sur l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Moderna. Suite à ces deux modules, on aura une période de questions avec la conférencière. Pour poser les questions, donc vous allez voir que le chat a été désactivé. Par contre, vous pouvez poser les questions en utilisant sur l'onglet questions et réponses, donc Q et R, qui est au bas de votre écran. Ça se peut que ça soit aussi Q et A, dépendant si vous êtes en anglais ou en français. Vous pouvez donc soumettre vos questions à tout moment durant le webinaire. Vous pouvez aussi voir les questions des autres gens et aimer une question si elle vous intéresse pour la prioriser par rapport aux autres questions. Je voudrais noter tout de suite qu'il sera sûrement impossible de répondre à toutes les questions, mais on va faire de notre mieux pour répondre au plus de questions possibles. Finalement, je vous rappelle que cette activité se déroule en direct, fait l'objet d'un enregistrement. Celui-ci ainsi que les diapositives que vous allez voir vont être mises à la disposition de tous sur le site web du CCNMI suite à cette diffusion. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de présenter la Dr Caroline Quach. La Dr Caroline Quach est professeure titulaire dans les départements de microbiologie, infectiologie et immunologie et de pédiatrie à l'Université de Montréal. Elle est professeure associée au département d'épidémiologie, biostatistique et santé au travail de l'Université McGill et collaboratrice scientifique à l'École de santé publique de l'Université libre de Bruxelles. Elle est l'officier de prévention et contrôle des infections du CHU de Sainte-Justine, où elle est également microbiologiste infectiologue. La Dr Quach est clinicienne chercheur, supportée par le FRQS, et titulaire de la chaire de recherche du Canada niveau 1 en prévention des infections. Ses intérêts de recherche sont en prévention des infections, tant nosocomicales que évitables par la vaccination. La Dr Quach est la présidente du Comité consultatif national en immunisation de l'Agence de santé publique du Canada. Elle a été la présidente de l'Association de microbiologie médicale et de maladies infectieuses du Canada de 2014 à 2016. Elle a été reconnue comme fellow de l'Académie canadienne des sciences de la santé et de la Society for Healthcare Epidemiology of America.
Dr. Quach a été sélectionnée comme une des femmes les plus influentes du Canada en 2019 dans la catégorie Sciences et technologies. Alors, Dr. Caroline Quach, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Claudine, et bienvenue aux valeureux qui se sont branchés entre Noël et le jour de l'an. Il faut quand même le faire pour écouter la conférence sur les recommandations pour le vaccin Moderna. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Les objectifs de cette présentation seront d'abord de décrire les caractéristiques de la plateforme du vaccin contre la COVID-19 de Moderna, résumer les données cliniques de ce vaccin-là, résumer les recommandations du CCNI sur l'utilisation du vaccin et résumer les renseignements clés sur la manipulation et l'administration du vaccin contre la COVID-19 de Moderna. Donc, en préambule, juste pour vous dire que le 23 décembre 2020, Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin de Moderna contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus, que les diapositives suivantes vont résumer les recommandations du CCNI qui sont disponibles à l'heure actuelle sur le site de l'agence et que ces recommandations s'appliquent aux vaccins à ARN messager contre la COVID de Moderna et de Pfizer-BioNTech, qui sont les seuls disponibles au Canada au moment de la présentation du présent webinaire. Donc, vous avez le lien au bas de l'écran si vous voulez aller consulter la recommandation, en fait, la déclaration intégrale. Alors, vous savez probablement ce qu'est le CCNI. Nous sommes un organisme consultatif externe de l'Agence de santé publique du Canada qui, à partir des données probantes, élaborons des conseils sur les vaccins dont l'utilisation est approuvée au Canada. Le CCNI est composé d'experts bénévoles des domaines de la pédiatrie, maladies infectieuses, immunologie, pharmacie, soins infirmiers, épidémiologie, pharmacoéconomie, sciences sociales et santé publique. Et les conseils du CCNI sont publiés sous forme de déclarations qui sont généralement synthétisées dans le Guide canadien d'immunisation. Dans le cas des vaccins contre la COVID, les recommandations et le guide sont évolutifs et ils ne sont pas encore intégrés à même le guide, mais donc la recommandation en soi suit en fait le format du Guide canadien sur l'immunisation que vous pouvez trouver au lien qui est au bas de votre écran. Donc, si on parle maintenant des vaccins contre la COVID-19 de Moderna. Donc, le vaccin de Moderna est un vaccin ARN messager. Les nanoparticules lipidiques sont utilisées pour délivrer l'ARN messager directement dans les cellules. Les gènes de l'ARN messager codant pour la protéine de spicule S sont ensuite traduits en protéines. Il faut savoir que la technologie ARN messager est une nouvelle technologie et par la présentation des protéines de spicule S, déclenche la production d'anticorps et de lymphocytes T. Ce qui est intéressant avec cette plateforme-là, c'est qu'il y a moyen de fabriquer des vaccins rapidement, d'ajuster aussi les antigènes selon les besoins. Et le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech est aussi un vaccin ARN messager. Donc, vous voyez un peu là, sur la diapositive ce qui se passe. Donc, ce qui est injecté, c'est carrément de l'ARN messager, donc le message qui se traduit ensuite en protéines qui sera libéré à la surface de la cellule. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, un vaccin ARN messager? L'antigène vaccinal est un ARN messager qui code le gène de la protéine de spicule du SRAS-CoV-2. Et l'ARN messager est hautement instable. C'est pourquoi on a besoin d'avoir des congélations à très basse température avec un minimum de manipulation, de manutention du vaccin. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'une fois injecté dans le corps humain, l'ARN messager survit de 5 à 7 minutes ou en fait très peu de temps. Les nanoparticules lipidiques ARN messager sont composées de deux éléments, donc l'ARN messager et les lipides qui l'englobent. Les lipides permettent à l'ARN messager de pénétrer dans la cellule où le gène de spicule, à ce moment-là, est traduit en protéines de spicule. Et les lipides ne se mélangeant pas bien à l'eau, les exigences d'entreposage et de manipulation des vaccins ARN messagers encapsulés dans des nanoparticules lipidiques sont donc très particulières, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les agiter. Donc, les caractéristiques des vaccins ARN messagers contre la COVID-19, si on compare celui de Moderna à celui de Pfizer, bon, c'est exactement le même genre de plateforme, donc deux vaccins ARN messagers qui ont été autorisés le 9 décembre pour Pfizer et le 23 décembre pour Moderna. Pfizer est autorisé pour les jeunes de 16 ans et plus, celui de Moderna pour les adultes de 18 ans et plus.
Je pense que ce qui est assez particulier, c'est que le vaccin de Pfizer, une dose après dilution est seulement de 0,3 millilitres, ce qui est fort différent des volumes auxquels on est habitué généralement, alors que le vaccin de Moderna, qui ne nécessite pas de dilution, est un volume de 0,5 millilitres. En termes de calendrier, l'intervalle minimum a été de 19 jours pour Pfizer et 21 jours pour Moderna, mais les intervalles recommandés d'administration sont de 21 à 28 jours pour Pfizer et de 1 mois pour Moderna. Donc, le CCNI avait recommandé d'harmoniser tout ça à 28 jours pour les deux, puis c'est en même temps beaucoup plus en lien avec ce à quoi on est habitué. Les deux vaccins s'administrent par voie intramusculaire. La nature de l'antigène dans les deux cas, c'est des protéines de spicule en forme préfusion. Il n'y a aucun adjuvant dans les vaccins et les présentations offertes sont des flacons à multidoses, 10 doses pour le vaccin de Moderna et 5 doses pour le vaccin de Pfizer sans agent de conservation. C'est pourquoi, une fois reconstitués et ouverts, il faut les utiliser rapidement, de façon générale, dans les 6 heures suivant la reconstitution. Donc, en termes de données cliniques pour le vaccin de Moderna, les études pivots de phase 1, 2, 3 ont été menées pour le vaccin de Moderna. Les données probantes sur l'efficacité, l'immunogénicité et l'innocuité sont disponibles pour les adultes de 18 ans et plus, d'où l'homologation. Les études ne comptent présentement aucun participant provenant des établissements de soins de longue durée. Et dans le cadre de l'essai de phase 3, plus de 30 000 participants ont été randomisés un pour un à recevoir soit le vaccin, donc 2 doses à 28 jours d'intervalle, ou le placebo. Les données d'essai disponibles à ce jour sont issues d'une analyse préliminaire. Par conséquent, le moment du suivi n'est pas tout à fait le même, mais il est généralement fait à peu près 2 mois après la deuxième dose, avec un suivi maximal d'environ 14 semaines en date du 25 novembre pour tous les participants. C'est le moment auquel les données ont été étudiées et soumises à Santé Canada. Donc, les critères d'exclusion importants de l'essai de phase 3 comprennent la grossesse et l'allaitement, les personnes immunodéficientes ou immunosupprimées, sauf les personnes avec infection stable au VIH, des antécédents connus d'infection par le SRAS-CoV-2 prouvés par laboratoire. Donc, quelqu'un qui avait eu un PCR positif à SRAS-CoV-2 dans le passé n'était pas inclus dans les études de phase 3. Une allergie connue ou soupçonnée ou des antécédents d'anaphylaxie, d'urticaire ou d'autres réactions indésirables significatives au vaccin ou à ses excipients. Les personnes qui présentaient des contre-indications à l'injection intramusculaire, le fait d'avoir reçu des produits sanguins ou plasmatiques ou des immunoglobulines dans les 3 mois avant l'administration du vaccin. Et les personnes atteintes d'affections chroniques n'ont pas été exclues de l'étude, donc on a quand même une représentativité de différentes conditions médicales sous-jacentes. Lors des essais cliniques, le vaccin contre la COVID-19 de Moderna a été efficace à court terme contre la COVID symptomatique chez les cas confirmés. Donc, on a retrouvé 185 cas de COVID confirmés dans le groupe placebo, au moins 14 jours après la deuxième dose de vaccin, contre 11 dans le groupe vaccin. Chez les participants qui n'ont reçu qu'une seule dose, on a retrouvé 39 cas confirmés dans le groupe placebo, au moins 14 jours après la première dose, contre 7 dans le groupe de vaccin. Je vous calcule l'efficacité vaccinale dans la prochaine diapo. Le vaccin contre la COVID-19 de Moderna a été efficace aussi à court terme contre une forme grave de la COVID-19. Donc, on a retrouvé 30 cas confirmés avec une forme grave de COVID-19 dans le groupe placebo contre 0 dans le groupe vaccin. Et ça, c'est toujours calculé au moins 2 semaines après réception de la deuxième dose. Donc, on regarde maintenant l'efficacité vaccinale. Donc, pour les cas confirmés de COVID-19, à partir de 14 jours après la deuxième dose, chez les participants sans évidence d'infection antérieure confirmée au SRAS-CoV-2, on a une efficacité vaccinale de 94 % avec un intervalle de confiance de 89 à 97 %. Quand on regarde les participants qui ont reçu au moins une dose, en l'absence ou non d'une infection antérieure, on tombe à 93,8 %. Donc, ça veut dire que là-dedans, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas eu une infection confirmée par PCR, mais qui, à la base, avaient des anticorps positifs contre la COVID et n'ont pas été exclus parce que ça ne faisait pas partie des critères d'exclusion. Il y avait très peu de participants qui tombaient dans le groupe de déjà pré-infectés, mais malgré tout, ça donne une efficacité, comme vous voyez, qui est très similaire à celle du premier groupe.
Quand on regarde les participants sans évidence d'infection antérieure, mais après une seule dose, sans évidence d'infection antérieure par le SRAS-CoV-2 au départ, on a 95 d'efficacité. Et il faut quand même réaliser que plus de 90 des participants auront reçu une deuxième dose 28 jours après la première dose. Donc, ce 95 %-là, c'est quand même sur une très courte période de temps, autour d'1 mois. Mais on sait que déjà, dans ce mois-là, il y a une efficacité qui se présente. Quand on regarde l'efficacité contre les cas graves confirmés 14 jours après la deuxième dose, on a une efficacité à 100 %, mais sans intervalle de confiance parce que vous vous rappellerez qu'il n'y a eu aucun cas grave dans le groupe de patients vaccinés, de participants vaccinés. Pour l'instant, les données sont insuffisantes pour déterminer la durée de la protection du vaccin contre la COVID-19 et son efficacité dans la prévention de l'hospitalisation parce qu'il y a eu très peu de cas, la prévention du décès parce qu'il n'y a pas eu de cas, l'infection asymptomatique. Il faut quand même savoir que le Moderna a fait une analyse préliminaire où, avant l'administration de la deuxième dose, ils ont fait des prélèvements aléatoires chez tout le monde et 0,3 % des participants dans le groupe placebo contre 0,1 % des participants dans le groupe vaccin avaient une excrétion asymptomatique du virus à l'époque. Donc, on peut quand même voir que potentiellement, le vaccin prévient aussi les infections asymptomatiques, mais c'était des données préliminaires. Donc, il va falloir attendre des résultats plus probants là, avant de conclure. Et donc, on ne peut pas conclure non plus sur la réduction de la transmission du SRAS-CoV-2. Les études sont en cours et les données seront éventuellement partagées, nous l'espérons. Les données probantes sur l'innocuité sont basées sur des analyses provisoires de 30 350 participants dont le suivi médian était de 49 jours après la deuxième dose ou 78 jours après la première dose. Le suivi maximal de la cohorte concernant l'évaluation de l'innocuité était de 2 mois après la deuxième dose en date du 25 novembre. Aucun problème grave en matière d'innocuité n'a été révélé à ce jour lors des essais cliniques. Toutefois, les études sont en cours. Nous avons vu dans les données 7 événements indésirables graves dans le groupe ayant reçu le vaccin. De ces 7 événements-là, ceux-ci ont été considérés comme liés à l'intervention. Il y avait aussi là-dedans 2 cas de maladies auto-immunes qui ont été signalés contre 1 sur 5 chez les participants. Donc, 2 maladies auto-immunes signalées sur 7 versus 1 sur 5 dans les placebos. Certains événements indésirables ont été très souvent constatés aussi, particulièrement après la deuxième dose et sembleraient toucher plus de 10 % des personnes qui reçoivent le vaccin. Toutefois, ces effets indésirables-là sont habituellement légers ou modérés, donc sans entrave à la vie quotidienne et transitoires, se résorbent en à peu près 48 heures. Ceux-ci comprennent particulièrement une douleur au site d'injection, de la fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, douleurs articulaires, gonflement axillaire ou sensibilité, frissons et nausées ou vomissements, et tous les événements indésirables ont été plus fréquents après la deuxième dose. Les participantes enceintes qui ont reçu le vaccin par inadvertance étaient peu nombreuses, c'est-à-dire 6 dans le groupe vaccin et 7 dans le groupe placebo, et elles sont toutes présentement suivies. Donc, en termes de recommandations, les recommandations que je vous présente s'appliquent aux 2 vaccins disponibles contre la COVID-19, donc Moderna et Pfizer-BioNTech, sauf lorsqu'il y a indication contraire. Et puisque les 2 vaccins sont disponibles contre la COVID-19, sont des vaccins ARN messagers, il est plus facile de les regrouper. Donc, en termes d'administration du vaccin, on l'a vu, les 2 vaccins s'administrent à 2 doses, avec un calendrier de idéalement 1 mois entre les 2. Le volume de Moderna est de 0,5, celui de Pfizer est de 0,3. Idéalement, on utilise le même vaccin pour administrer les 2 doses. Si l'administration de la deuxième dose d'un vaccin est retardée, cette deuxième dose doit être administrée dès que possible. Nous n'avons présentement aucune donnée sur l'intervalle maximal entre les doses ou sur l'efficacité à moyen ou long terme des vaccins contre la COVID-19, et ça, c'est que ce soit pour 1 ou pour 2 doses. Le pic des réponses humorales survient habituellement après l'administration de la deuxième dose et l'immunité à long terme pourrait ne pas être complètement activée avant l'administration d'une deuxième dose, d'où l'importance d'administrer cette deuxième dose le plus rapidement possible.
Il n'est pas nécessaire de procéder à des tests sérologiques avant ou après la vaccination contre la COVID pour évaluer l'immunité préalable ou la réponse immunitaire au vaccin. Les vaccins contre la COVID ne devraient pas être administrés simultanément avec d'autres vaccins, à moins que les autres vaccins ne soient nécessaires pour la prophylaxie post-exposition. Et la seule raison pour laquelle on ne recommande pas l'administration concomitante avec d'autres vaccins, c'est pour ne pas attribuer involontairement des manifestations cliniques inhabituelles ou des effets adverses post-vaccination à un ou l'autre vaccin. Donc, on recommande de séparer les deux vaccins dans le temps. Les vaccins contre la COVID ne doivent pas être administrés simultanément non plus avec des anticorps monoclonaux ou du plasma de convalescents. Encore une fois, parce que la présence d'anticorps pourrait nuire à la production d'anticorps endogènes et donc on demande de ne pas les administrer concomitamment. En termes de contre-indication, le vaccin autorisé contre la COVID-19 est contre-indiqué chez les personnes ayant des antécédents d'anaphylaxie après une administration précédente du vaccin. De la même façon, les personnes ayant des antécédents de réaction allergique grave à un composant du vaccin contre la COVID ne doivent pas recevoir ce vaccin. Il faut savoir que dans les deux vaccins, alors Pfizer et Moderna, on retrouve du polyéthylène glycol qui est un allergène potentiel et qui est connu pour provoquer des réactions d'hypersensibilité de type 1. Les hypothèses sont que ce soit le PEG ou polyéthylène glycol qui ait expliqué les réactions anaphylactiques qui ont été vues à la fois en Angleterre et aux États-Unis. Et donc, ce produit-là se retrouve dans différents produits, entre autres cosmétiques, produits pour l'entretien des lentilles cornéennes et pour la préparation aux colonoscopies. Donc, dans les cas où on soupçonne une hypersensibilité ou une allergie non anaphylactique aux composants du vaccin, une enquête est recommandée, ce qui peut mener à une vaccination en milieu contrôlé. Et dans le doute, il est conseillé de consulter un allergologue. S'il existe une préoccupation particulière concernant une éventuelle allergie à une composante du vaccin contre la COVID-19, une période d'observation prolongée après la vaccination de 30 minutes peut être justifiée puisque la majorité de ces réactions-là surviennent dans ce délai de temps. En termes de précaution, chez les individus atteints d'un trouble hémorragique, le trouble devrait être pris en charge de façon optimale avant l'immunisation afin de réduire au minimum le risque d'hémorragie, ce qui n'est pas différent en fait des autres vaccins. Les individus qui reçoivent une anticoagulation à long terme ne sont pas considérés comme à risque plus élevé de complications hémorragiques après une immunisation et peuvent donc être vaccinés de façon sécuritaire sans interrompre leur traitement par anticoagulant. Par mesure de précaution et compte tenu de la nécessité de pouvoir surveiller les SI, mais bon, moi je suis au Québec, fait que je vais appeler ça les manifestations cliniques inhabituelles dues à un vaccin contre la COVID-19 sans risque de confusion avec les symptômes de la COVID ou d'autres maladies coexistantes, il serait prudent d'attendre que tous les symptômes d'une maladie aiguë aient complètement disparu avant d'administrer un vaccin contre la COVID autorisé. La vaccination des individus qui pourraient être actuellement infectés par le SRAS-CoV-2 ne devrait pas avoir d'effet néfaste sur la maladie, sauf que si possible, on recommande de retarder la vaccination chez les individus symptomatiques, qu'elle soit confirmée ou suspectée, justement pour éviter d'attribuer toute complication découlant de l'infection par le SARS-CoV-2 à la vaccination et de réduire au minimum le risque de transmission de la COVID dans une clinique ou un centre de vaccination. Si des symptômes sont détectés chez une personne à son arrivée sur les lieux, il faudra lui dire de suivre les mesures de santé publique locale en vigueur, justement pour ne pas augmenter le risque de transmission au sein de la clinique de vaccination. Après la vaccination, le CCNI recommande de ne pas systématiquement utiliser d'analgésiques ou d'antipyrétiques prophylactiques oraux. Donc ça, c'est pour avant la vaccination, que ce soit l'acétaminophène ou l'ibuprofène, entre autres parce que chez les enfants, des études avaient démontré que l'utilisation prophylactique d'analgésiques ou d'antipyrétiques diminuait la réponse immunitaire, sans savoir évidemment si ça avait un impact ou pas clinique. Mais leur utilisation n'est pas une contre-indication à la vaccination. Il n'existe actuellement pas de données probantes sur le bienfait d'administrer des analgésiques oraux en prévention de la douleur et en prévention des réactions systémiques. Et on peut administrer des analgésiques ou des antipyrétiques oraux pour la gestion des événements indésirables. Donc, si quelqu'un fait de la fièvre ou a de la douleur après la vaccination, l'acétaminophène ou l'ibuprofène peuvent à ce moment-là être administrés.
Donc, quand on regarde les recommandations principales, le CCNI recommande qu'une série complète, c'est-à-dire 2 doses de vaccin contre la COVID, soit proposée aux personnes appartenant au groupe d'âge autorisé sans contre-indication au vaccin. Dans le contexte d'un approvisionnement limité en vaccins, les premières doses du vaccin contre la COVID doivent être réservées en priorité aux principales populations énumérées dans le document Orientation sur l'administration prioritaire des premières doses du vaccin contre la COVID-19. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous pourrez alors les voir. Ceci est une recommandation forte du CCNI. La raison de cette recommandation-là, c'est que les vaccins disponibles sont très efficaces à court terme contre la maladie, qu'on n'a relevé aucun problème d'innocuité importante, que l'administration des vaccins contre la COVID est autorisée chez les 18 ans et plus pour Moderna et chez les 16 ans et plus pour Pfizer-BioNTech, d'après les données des essais cliniques pivots menés auprès de ces groupes d'âge, que des suivis à moyen et à long terme sont nécessaires et auront lieu. À l'heure actuelle, le CCNI recommande que tous les individus continuent d'appliquer les mesures de santé publique recommandées pour la prévention et le contrôle de l'infection et de la transmission du SRAS-CoV-2, indépendamment de la vaccination avec un vaccin contre la COVID-19. Il n'existe pas de données suffisantes actuellement qui nous permettent de conclure sur la durée de la protection conférée par les vaccins et leur efficacité dans la prévention des infections asymptomatiques parce que les données n'avaient pas été recueillies dans les études ou la réduction de la transmission du SRAS-CoV-2. Les données probantes descriptives laissent croire que le vaccin contre la COVID-19 de Moderna pourrait réduire l'infection asymptomatique, mais les données probantes dont on dispose actuellement ne suffisent pas à recommander la levée des mesures de santé publique. Donc, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que les gens qui soient soient vaccinés, croient qu'ils sont protégés contre tout type d'infection, relâchent complètement les mesures de santé publique, puissent, jusqu'à preuve du contraire, attraper une infection sans symptômes et la transmettre sans le savoir, ce qui pourrait à ce moment-là compliquer la gestion de l'éclosion actuelle. Il n'existe aucune donnée probante concernant l'utilisation prophylactique du vaccin contre la COVID en post-exposition. Le CCNI recommande aussi qu'une série complète de vaccins contre la COVID puisse être proposée aux personnes appartenant au groupe d'âge autorisé sans contre-indication au vaccin qui ont déjà eu une infection par le SRAS-CoV-2 confirmée par PCR. Dans le contexte d'un approvisionnement limité en vaccins, les premières doses pourraient être réservées en priorité aux personnes qui n'ont pas eu d'infection antérieure prouvée par le SRAS-CoV-2. Et quand je dis prouvé, ce n'est pas de faire une sérologie, mais c'est vraiment d'avoir une histoire d'infection symptomatique ou asymptomatique avec PCR positif. Les données probantes sur ce groupe manquent, mais le degré de protection conféré par une infection antérieure est inconnu. Et en fait, on ne sait pas pendant combien de temps cette protection-là durera. Il n'est pas nécessaire de procéder à un test de dépistage d'une infection antérieure au SRAS-CoV-2 avant la vaccination contre la COVID. Donc, ça, c'est de ne pas faire de sérologie en pré-vaccin. Parce qu'encore une fois, même la présence d'anticorps ne veut pas dire qu'on est protégé contre une réinfection. Donc, les études sont en cours. La vaccination peut être retardée de 3 mois après une infection confirmée par PCR, car les réinfections déclarées à ce jour ont été rares dans les 3 premiers mois suivant l'infection. Et tous les symptômes d'une maladie aiguë doivent avoir complètement disparu avant la vaccination. Je pense que pour ce qui a trait aux histoires d'infections antérieures confirmées, il faut que ça dépend en fait de la logistique de chacun des programmes de vaccination. Il peut être très difficile d'aller chercher l'historique d'infections antérieures et donc il n'y a pas de contre-indication à vacciner ces personnes-là. C'est vraiment dans un souci d'équité présentement pour essayer de vacciner, de protéger le plus de gens possible que nous permettons de repousser la vaccination à au moins 3 mois après une infection antérieure confirmée. Donc, pour les personnes immunosupprimées, le CCNI recommande qu'un vaccin contre la COVID ne soit pas systématiquement proposé aux personnes qui sont immunodéprimées en raison d'une maladie ou d'un traitement jusqu'à ce qu'il y ait davantage de données probantes et c'est une recommandation forte du CCNI. Toutefois, une série complète pourrait être proposée aux personnes appartenant au groupe d'âge autorisé de cette population si une évaluation des risques révèle que les avantages l'emportent sur les risques en ce qui concerne la personne et si le consentement éclairé comprend une discussion sur l'absence de données probantes concernant l'utilisation d'un vaccin contre la COVID-19 au sein de cette population. C'est une recommandation discrétionnaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les personnes immunosupprimées ont été exclues des essais et donc on n'a absolument pas de données tant sur l'efficacité que sur l'innocuité des vaccins dans ce groupe de la population.
Aucun signe de préoccupation par ailleurs concernant l'innocuité n'a été relevé à ce jour chez les participants non immunodéprimés présentant une maladie immunosuppressive inclus dans les essais cliniques. Et les personnes atteintes du VIH qui sont considérées comme étant immunocompétentes peuvent se faire vacciner. Pour les maladies auto-immunes, c'est la même recommandation, c'est-à-dire de ne pas proposer systématiquement le vaccin. Mais encore une fois, après discussion des risques-bénéfices, une série complète pourrait être proposée en autant qu'un consentement éclairé ait eu lieu. Donc, encore une fois, pour ce groupe-là de patients avec maladies auto-immunes, il existe actuellement très peu de données sur la vaccination contre la COVID chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes. Le spectre des maladies auto-immunes est très vaste. L'équilibre entre les bienfaits et les risques doit donc être établi presque au cas par cas. Il se pourrait que les technologies vaccinales à ARN messager antérieures aient provoqué de l'inflammation, parce qu'il faut savoir que la plateforme de vaccination à ARN messager a d'abord été développée pour traiter les cancers. Et donc, pour atteindre ce cancer-là, il fallait qu'il y ait une réponse auto-immune, et donc il est possible que cela exacerbe une maladie auto-immune déjà existante. Il faut comprendre par contre que les applications actuelles de la technologie à ARN messager pour les vaccins contre la COVID ont été optimisées pour réduire les réactions immunitaires en présence d'une maladie auto-immune, mais évidemment, des évaluations plus approfondies sont nécessaires. En termes de grossesse et d'allaitement, encore le même genre de recommandation, c'est-à-dire de ne pas vacciner systématiquement toutes les femmes enceintes avant la fin de leur grossesse, jusqu'à ce qu'il y ait davantage de données probantes. Encore une fois, c'est par manque de données, mais ce vaccin pourrait être proposé aux femmes enceintes appartenant au groupe d'âge autorisé si une évaluation des risques-bénéfices est positive et si le consentement éclairé a lieu. Et c'est exactement la même recommandation pour l'allaitement. On ne pense pas que l'ARN messager se retrouve dans le lait maternel, mais encore une fois, il n'y a pas d'études à ce sujet-là. Donc, les femmes que l'on savait enceintes ou allaitantes au moment de la vaccination ont été exclues des essais. Les données probantes sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins dans ce groupe sont insuffisantes car à peu près personne n'est tombé enceinte pendant l'essai clinique. Il n'existe actuellement aucune donnée probante permettant de déterminer l'intervalle de temps qui doit s'écouler entre la fin de la série de la vaccination contre la COVID et la conception. Et face à cette incertitude scientifique, nous recommandons de retarder la grossesse d'au moins 28 jours après l'administration des 2 doses d'un vaccin ARN messager. Dans l'étude de phase 3 de Pfizer, l'intervalle de temps était de 3 mois entre la fin de la vaccination et la conception. Un vaccin ARN messager peut être administré à n'importe quel moment après la grossesse, selon que la femme allaite ou pas. Et on ne devrait pas conseiller aux femmes qui tombent enceintes et qui ont été vaccinées d'interrompre leur grossesse. Il n'y a aucune évidence dans les modèles animaux de tératogénicité de ces vaccins-là. Pour les enfants et adolescents, en fait, à part Pfizer qui est autorisé pour les 16 ans et plus, Pfizer avait également quelques participants âgés de 12 à 15 ans et donc on peut proposer à ces personnes-là le vaccin de Pfizer si elles courent un risque très élevé de subir de graves conséquences de la COVID ou si elles courent un risque d'exposition accrue, si une évaluation des risques révèle que les avantages l'emportent sur les risques et qu'encore une fois, un consentement éclairé a eu lieu. Donc, des données cliniques limitées sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech chez les jeunes de 12 à 15 ans sont disponibles et les essais cliniques de Moderna n'ont porté que sur les adultes de 18 ans et plus. Donc, en termes de manipulation, ce vaccin doit être entreposé entre moins 25 à moins 15 jusqu'à la date d'expiration, peut être conservé jusqu'à 30 jours au réfrigérateur entre 2 et 8, mais il ne doit pas être congelé de nouveau. En termes de transport vers un autre site, il est recommandé de transporter le produit à l'état congelé, mais il est possible d'en effectuer aussi le transport à l'état liquide lorsque les ressources sont limitées, dans des réfrigérateurs à des températures entre 2 et 8 Celsius. Il faut toutefois porter une attention particulière au contrôle de la température et limiter les secousses. Comme on l'a vu, là, les lipides ne sont pas aquasolubles et donc il faut y faire attention. On ne doit pas les entreposer sur de la glace sèche parce que c'est trop froid et surveiller la température. Pour décongeler le vaccin du congélateur à la température ambiante, la décongélation prendra à peu près 1 heure.
Et elle peut ensuite se conserver jusqu'à 12 heures à température ambiante, mais seulement jusqu'à 6 heures après la perforation du flacon. Du congélateur au réfrigérateur, ça prendra à peu près 2 heures et demie. Ça pourra rester au réfrigérateur pendant 30 jours, doit être conservé à la température ambiante pendant au moins 15 minutes avant d'être administré et ne peut pas être recongelé. Encore une fois, se rappeler que comme pour le vaccin de Pfizer, il doit être utilisé dans les 6 heures suivant la première perforation du flacon. Il faut inscrire toutes les dates et les heures sur le flacon afin de connaître la date limite d'utilisation. Commencer par utiliser les heures de début et aussi utiliser les heures de fin, mais préciser l'heure dont il s'agit. Alors, comment aspirer? Vous devez d'abord vérifier la présence de particules étrangères ou d'une altération de la couleur. La préparation devrait être de couleur blanche à blanc cassé. Elle peut contenir des particules blanches ou translucides liées au produit. Utilisez un antiseptique pour les mains à base d'alcool, pour se laver les mains. Ajoutez doucement le flacon sans le secouer. Nettoyez le bouchon du flacon au moyen d'un tampon imbibé d'alcool et laissez sécher. Veillez à ce que l'aiguille soit solidement fixée à la seringue en le resserrant d'un cran. Utilisez une technique aseptique, une nouvelle aiguille et une nouvelle seringue, puis prélevez 0,5 ml du vaccin. Inscrire sur le flacon la date et l'heure de perforation. Une fois perforé, le flacon doit être utilisé dans les 6 heures qui suivent. Répétez les étapes 2 à 6 pour utiliser les 10 doses contenues dans le flacon. Jetez le flacon utilisé dans le récipient prévu pour les objets pointus ou tranchants. Le fabricant mentionne que le produit demeure stable dans la seringue pendant une période d'au moins 6 heures. Une fois le flacon perforé, il doit être utilisé dans les 6 heures qui suivent et si des doses sont prélevées à l'avance, s'assurer de ne pas dépasser la capacité clinique. Les doses doivent être administrées le plus rapidement possible. Donc, pour administrer le vaccin, se laver les mains à l'aide d'un désinfectant à base d'alcool, vérifier la présence de particules étrangères ou d'une altération de la couleur, encore une fois. Suspension doit être de couleur blanche à blanc cassé et s'assurer qu'on a 0,5 ml dans la seringue. Passer un tampon à l'alcool sur le site d'injection cutanée de l'intérieur vers l'extérieur, puis laisser sécher. Administrer 0,5 ml du vaccin par voie intramusculaire dans le deltoïde. Jeter l'aiguille et la seringue immédiatement dans le contenant pour objet piquant tranchant et ne pas déposer l'aiguille usagée sur le poste de travail. Se laver les mains avec une solution désinfectante à base d'alcool et administrer la deuxième dose un mois plus tard. En cas de retard, pas besoin de recommencer la série de doses. J'ose imaginer que vous êtes tous des vaccinateurs aguerris et que vous savez où est votre deltoïde. Et en termes des résumés des principales exigences en matière d'entreposage, vous les avez là. En fait, on les a tous vus. La grande différence, c'est la température d'entreposage pour Pfizer qui est à moins 80, pour Moderna qui est autour de moins 20. Transport vers le site, Pfizer doit être transporté congelé à basse température et ne pas être déplacé, enfin pour l'instant. Éventuellement, il pourrait être transporté à l'état liquide en contrôlant attentivement la température qui doit se situer entre 2 et 8. Pfizer doit être dilué avec du chlorure de sodium, pas Moderna. Au réfrigérateur, Moderna est stable 30 jours, Pfizer est stable 5 jours. C'est 6 heures le temps après la première perforation pour les deux vaccins. Durée maximale à température ambiante, 12 heures pour Moderna jusqu'à 8 heures pour Pfizer, mais vous avez des particularités suivant le moment où on rajoute le diluant. Les seringues sont stables si pré-remplis pendant 6 heures et la dose est fort différente. La Pfizer est vraiment particulière à 0,3 ml, donc juste y faire attention. Et l'intervalle entre les doses, si vous visez 28 jours pour les deux, c'est bon. Donc là-dessus, je vous remercie. Les prochaines diapos sont la composition du CCNI et du groupe de travail sur les maladies infectieuses à haut risque. Vous avez dans la dernière diapositive les liens qui vous permettent de vous référer aux recommandations du CCNI. Alors, sur ce, je vous remercie. Ça me fera plaisir de prendre les questions. Donc, Dr. Chevrier. Merci beaucoup pour votre présentation, Dr. Quach. Alors, on va maintenant commencer la période de questions. Comme tous les participants le sachent, et certains l'ont déjà utilisé, il est possible d'envoyer vos questions directement pour Dr. Quach par l'onglet Q&R qui est disponible au bas là, de votre écran
Zoom, si vous êtes sur Zoom. Alors, on va faire de notre mieux pour répondre à toutes les questions, mais ça ne sera sûrement pas possible de répondre à toutes les questions. Alors, n'hésitez pas à les envoyer. Je crois que la première question, il y a aussi des questions qui avaient été soumises lors de l'inscription des participants. Alors, je vais utiliser celle-là également. Alors, une question qui a été soumise, c'est est-ce que ça sera possible pour les patients de choisir le vaccin qu'ils recevront? Présentement, non. C'est vraiment la santé publique qui va en fait déplacer les vaccins dans un site X. Et donc, on reçoit le vaccin qui est disponible à cet endroit-là. Il faut se rappeler quand même que ça va devenir hyper compliqué de gérer la deuxième dose. Donc, si quelqu'un dit, moi, je suis allé là, puis j'ai un Pfizer, je vais retourner là-bas, puis je vais avoir du Moderna, ça va être ingérable. Le Moderna risque d'être envoyé là où c'est plus difficile d'accès. Donc, on reçoit le vaccin qui est présent au lieu de vaccination. Merci beaucoup. Il y a une question qui vient en ligne d'un participant. Alors, on demande des clarifications sur les contre-indications lors de la prise de certains médicaments, tels que la clozapine et clozaril. Il n'y a aucune contre-indication en termes de médication préexistante. Il n'y a pas d'évidence d'interaction médicamenteuse ou autre, donc c'est non applicable. Les gens peuvent se faire vacciner. Merci. J'ai quelques questions au sujet de la technologie particulière d'un vaccin à ARN messager. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus d'informations sur vous l'avez fait au début de votre présentation, mais sur la différence entre cette technologie-là et des technologies passées et les raisons pour lesquelles ça n'a jamais été utilisé au Canada et aux États-Unis jusqu'à présent? Alors, les vaccins qu'on connaît sont des vaccins où on présente l'antigène de la bestiole. Donc, soit on présente un morceau de virus, on présente un morceau de bactérie, on présente un morceau de toxine, mais c'est carrément l'antigène qui est présenté. Les vaccins vivants atténués, on présente carrément le virus ou la bactérie au complet qui doit se répliquer pour induire une réponse immunitaire. Dans ce cas-ci, on est une étape avant l'antigène. Donc, ce qu'on présente, c'est le message qui fait que notre cellule va présenter l'antigène. Donc, on se met à la place d'un virus. Là, quand un virus rentre dans une cellule, il va prendre en otage notre cellule, va produire son ARN messager, qui sont les messages qui vont dire à la cellule, bon, maintenant, tu produis mon virus. Et donc, dans ce cas-ci, ce qui arrive, c'est qu'on a carrément pris le message qu'on injecte directement dans la cellule. Il ne s'intègre pas au génome, là, ça ne touche absolument pas nos gènes. C'est juste un message qui dit, bon, maintenant, produis de l'antigène de la protéine S, là, qui est la protéine de la spicule, et notre cellule va relâcher des protéines de spicule contre lesquelles nos anticorps vont se développer, notre immunité cellulaire aussi. Donc, c'est la grande différence. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été développé avant? Je vous dirais que ça fait quand même quelques années là, que les différentes compagnies travaillent sur la technologie ARN messager, entre autres pour le virus du CMV, mais devant le non-besoin de se dépêcher plus que ça, on a continué à utiliser les technologies qui existaient déjà. Mais comme la technologie était déjà en développement, ça a permis de prendre le génome du virus et de voir à ce moment-là à l'exploiter de façon optimale. Et je vous dirais que c'est probablement la technologie qui permet une adaptation la plus rapide là, au changement de virus. Donc là, on voit qu'il y a des variants qui sont en train de se promener, mais cette technologie-là, en théorie, pourrait permettre une modification très rapide du message de l'ARN messager pour présenter une protéine de spicule qui est un peu différente. Donc, il y a énormément d'avantages à cette technologie-là. Le plus grand des avantages, c'est que c'est la première fois qu'on l'utilise, mais jusqu'à maintenant, dans les études, à tout le moins, là, sur 70 000 participants, donc la moitié, 35 000 dans les 2 études de phase 3, les données d'innocuité et d'efficacité à court et moyen terme là, sont rassurantes. Merci. Merci pour cette réponse très complète. Puisque vous avez parlé des mutations, je vais peut-être aller avec une question qui a été posée là-dessus. Est-ce qu'il y a lieu en ce moment de s'inquiéter avec les nouvelles souches dont on parle dans les dernières semaines par rapport au vaccin Moderna ou Pfizer? Bien, pour l'instant, on ne parle pas de souches différentes parce que tous les virus qui se promènent sont encore des cousins rapprochés, c'est des variants.
Je vous dirais que plus un virus se transmet, à chaque fois qu'il se transmet, il se copie, il fait une erreur. Donc, plus il se transmet, plus il y a des risques qu'on accumule des mutations et éventuellement, on risque d'avoir un mutant qui soit capable d'échapper à la protection vaccinale. Il faut encore se mettre en tête que le but d'un virus, c'est de conquérir le monde et tant et aussi longtemps qu'il peut se propager sans trop se fatiguer, il ne va pas pousser ces mutations parce que ça a un coût métabolique quand même. Il faut le porter, cette mutation-là. Mais au fur et à mesure qu'il risque d'y avoir des gens protégés par la vaccination, si le virus continue à se propager à grande vitesse, il risque à ce moment-là de développer des mutations qui pourront nous causer des problèmes en termes d'efficacité vaccinale. Et donc, ça prend de la surveillance qui va avoir lieu, mais ça prend aussi un contrôle des éclosions le plus rapidement possible. Mais oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas pousser sous le tapis. Alors, il y a une question qui vient d'être posée dans le chat que je pense qu'il vaudrait la peine de peut-être clarifier. On demande si les vaccins Pfizer et Moderna sont donc interchangeables. Ils ne sont pas interchangeables à proprement parler parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites en les mêlant les uns aux autres. Donc, on comprend que ce sont deux technologies qui sont très similaires. Les deux présentent une protéine de spicule à l'état pré-fusion, mais il y a quand même des données proprietary, qu'on dit, des données, en fait, la composition du reste du vaccin est inconnue. On pense que parce qu'il s'agit d'une technologie similaire, si jamais on commence avec le vaccin Pfizer puis qu'on ne sait pas trop ou qu'on manque de doses de Pfizer, on pourrait continuer avec le vaccin Moderna, mais on n'a pas d'études qui ont été faites nous permettant de dire que de donner l'un et l'autre dans un sens ou dans l'autre mélangé soit aussi efficace et sécuritaire. Mais d'un point de vue théorique, ça devrait être correct. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'interchangeabilité en soi, mais que si on est mal pris, on essaie de rester dans la même plateforme pour la deuxième dose. Merci. Alors, il y a une question qui est venue sur le chat, c'est-à-dire sur le questions et réponses. Est-ce que les effets indésirables seront évalués sur le long terme? Et moi, j'ajouterais peut-être, et de quelle façon? Alors, quand Santé Canada a donné son autorisation conditionnelle, elle a demandé aux deux compagnies de continuer à suivre les participants dans ces études jusqu'à la fin de l'étude qui était prévue à 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, les hospitalisations, certaines maladies auto-immunes et autres vont continuer à être rapportées aux deux manufacturiers. D'un point de vue clinique, quand on administre les vaccins, vous savez qu'on a la responsabilité comme professionnel de rapporter toute manifestation clinique inhabituelle qu'on pourrait penser être associée au vaccin. Donc ça va continuer à se faire par la surveillance provinciale. Je pense qu'il faut quand même réaliser que la plupart des MCI ou AFI en anglais surviennent dans les 6 semaines suivant l'administration de la dose. Donc, pour ça, on a déjà les données. Mais oui, le suivi à long terme va se faire. Habituellement, il y a des croisements ensuite de bases de données avec utilisation, par exemple, des données RAMQ, données registre de vaccins, données d'hospitalisation dans les autres provinces, pour ensuite voir si on a une augmentation de risque d'une maladie X ou Y par rapport soit à un groupe non vacciné ou par rapport à une autre période temporelle. Merci. Alors, quelle proportion des individus vaccinés pourraient développer des effets secondaires similaires aux symptômes de la COVID suite à la première dose et suite à la deuxième dose de Moderna? Entre 50 à 80 des gens vont avoir une douleur au site d'injection. Autour de 30 à 50 vont avoir des effets, des réactions plus systémiques, la fatigue, maux de tête, et ça augmente après la deuxième dose. En termes de risque de température, on parle de 10 mais seulement moins de 1 à des fièvres élevées. Donc, il y a un croisement non négligeable entre les manifestations cliniques inhabituelles suivant l'administration du vaccin et les symptômes de la COVID. Je pense que ce qu'il faut quand même réaliser, c'est qu'on peut faire un PCR COVID. Le vaccin ne donnera pas un PCR COVID positif au niveau nasal, nasopharyngé ou salivaire. Le seul enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre personnel de la santé une fois qu'on les vaccine et qu'ils ont des symptômes. Est-ce qu'on les retire
ou on ne les retire pas. Et donc ça, à ce moment-là, il faut regarder avec les autorités en place là, comment est-ce qu'ils veulent gérer ce risque-là. Évidemment, si on a en masse de travailleurs de la santé, c'est pas compliqué de les retirer 2 jours. Quand on en a beaucoup moins, là, ça devient plus complexe. Mais donc, il faut vraiment voir avec le bureau de santé et la prévention des infections locales comment est-ce que ça sera géré. Alors, j'ai une question concernant les médicaments qui affaiblissent le système immunitaire. Donc, on voudrait avoir des clarifications ou plus d'informations sur les risques, les données qui existent. Euh, voilà, et qu'est-ce que ça inclut? En fait, il n'y a pas de données. Les 2 études de phase 3 ont exclu toutes les personnes qui étaient immunosupprimées d'une manière ou d'une autre, que ce soit par médicament ou par maladie. Les seules personnes qui sont restées dans l'étude sont les VIH stables, donc pas vraiment immunosupprimés. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire une évaluation de risque-bénéfice pour chacun des cas, sachant que le risque qu'une personne immunosupprimée attrape la COVID et ait des complications n'est pas négligeable, donc dépendamment de l'emploi ou du risque d'exposition de cette personne-là. Sachant aussi que de façon générale, les patients immunocompromis ne devraient pas avoir de manifestations cliniques inhabituelles ou de complications de la vaccination qui sont hors proportion avec la population générale, mais qui risquent de moins bien répondre au vaccin. Donc, il faut juste le dire à la personne et si la personne veut absolument se faire vacciner, bien, elle se fait vacciner. J'ai des collègues qui m'ont dit, écoute, moi j'ai un Crohn, je suis immunosupprimée, mais je suis médecin, fait qu'on oublie ça, je me fais vacciner, puis ça finit là. Et j'ai aucun problème avec ça. Là. Il faut vraiment que cette discussion-là ait lieu, mais c'est juste que présentement, on n'a à peu près pas de données parce que les études de phase 3 n'ont pas inclus de personnes immunosupprimées. Et en parlant de consentement au vaccin, il y avait aussi une question qui avait trait aux ingrédients précisément du vaccin. S'il y avait une possibilité d'avoir de l'information sur les ingrédients des vaccins d'une façon qui est assez claire pour que les patients qui peut-être ne connaissent pas le terme exact puissent reconnaître un allergène à l'intérieur des ingrédients. Ouais, je vous dirais que pour les vaccins en général, encore une fois, j'habite au Québec, là, fait que le protocole sur l'immunisation du Québec est extraordinaire parce que tous les ingrédients sont listés. Même si vous n'êtes pas du Québec, le site du ministère de la Santé et des Services sociaux, si vous faites une recherche protocole sur l'immunisation du Québec, ça va y être. Et donc, je n'ai pas encore été voir si le vaccin COVID avait été rajouté au Québec, mais j'imagine que oui, puisque la vaccination a commencé. Et donc, vous avez à ce moment-là une liste de tous les ingrédients excipients, antibiotiques, tout est là. Et moi, je m'en sers régulièrement là, pour regarder ça avec mes patients qui pensent être allergiques. C'est honnêtement pour moi la ressource la plus facile à utiliser. Et donc, je vous recommande d'aller voir carrément. Il est mis à jour régulièrement sur le site Internet. Donc, je pense que ça vaut la peine là, juste d'y jeter un coup d'œil. Alors, je regarde, il y a plusieurs questions qui ont été, la section questions et réponses s'anime avec le temps qui passe. Alors, on demande, euh, pourrions-nous nécessiter une troisième dose de rappel vu l'efficacité de l'immunité à long terme qui est incertaine? Bonne question. On ne le saura pas avant d'être rendu là. Donc, il va falloir continuer à regarder l'efficacité vaccinale dans le temps, effectiveness, c'est-à-dire sur le terrain. Et si jamais on voit que ça chute, c'est possible. Je pense que ce qu'il va falloir regarder aussi, c'est comment est-ce que ce virus-là va s'adapter à la présence du vaccin. Si, comme on le disait tout à l'heure, il mute, est-ce qu'on va être rendu à avoir besoin d'une vaccination saisonnière, par exemple, comme la grippe ou bisaisonnière, je ne le sais pas trop. Mais donc, c'est quelque chose qu'on va surveiller et la réponse n'est pas disponible au moment actuel. Il faut vraiment voir comment est-ce que les choses vont évoluer dans le temps. Mais c'est une bonne question, on se la pose nous aussi. Est-ce que vous avez de l'information ou quelque chose que vous pouvez partager avec nous sur la possibilité que d'autres vaccins potentiels pourraient être acceptés au Canada? Alors, on s'attend à avoir des informations sur 2 autres vaccins qui ont déjà été soumis à Santé Canada. Donc, le vaccin d'AstraZeneca Oxford qui vient d'être homologué en Grande-Bretagne hier, je pense, et le vaccin de Janssen, Johnson Johnson. Donc, ce sont 2 vaccins qui sont basés sur des vecteurs, c'est-à-dire qu'ils sont greffés dans un virus non pathogène pour l'homme, soit l'adénovirus chimpanzé pour AstraZeneca et un autre adénovirus pour
le vaccin de Johnson Johnson. Et ça, c'est une technologie qui est beaucoup plus semblable à d'autres technologies qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on insère un bout de gène de virus dans un autre virus. C'est l'autre virus qui se réplique et en se répliquant présente les antigènes du SRAS-CoV-2. Mais donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir ces données-là, mais là, si la Grande-Bretagne a approuvé AstraZeneca en décembre, j'imagine qu'on va avoir des nouvelles quelque part en janvier. Mais donc, oui, il risque d'y avoir 2 autres vaccins dans les stades de départ bientôt. Merci. Alors, il y a une question au sujet d'une campagne d'information concernant la crainte de certains patients concernant la modification de leur ADN à cause du vaccin. Alors, est-ce qu'il y a des plans d'avoir une campagne d'information sur cette crainte-là et peut-être aussi sur d'autres craintes qui sont courantes chez certains patients? Oui, je pense qu'il y a des campagnes de communication qui se mettent en place. Là, évidemment, ce n'est pas à moi je ne peux pas vous le dire. Là. Je pense que l'Agence de santé publique et les différents ministères de la santé dans les provinces regardent ça. Je pense que pour ce qui a trait aux modifications génétiques, c'est comme je l'ai dit, c'est de l'ARN messager. Là. On souffle dessus, il est mort. Ça ne s'intègre pas dans nos cellules. Tout ce que c'est un message qui passe. C'est comme une lettre à la poste, puis après ça, il n'y a plus rien. Donc, je comprends que quand on voit ARN, les gens capotent, mais je pense qu'il faut comprendre que c'est un ARN messager et que ça ne fait rien d'autre que de passer le message. Donc, ça ne change absolument rien à notre code génétique à nous. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, comment est-ce qu'on peut faire passer le message, je n'en sais rien. Mais c'est quelque chose qu'il faut effectivement travailler là, pour combattre les campagnes de désinformation qui sont effectivement bien répandues. Merci. Alors, il y a une question ici qui fait suite à une autre question en fait qui avait été posée lors de l'inscription. Est-ce qu'il y a la possibilité que le vaccin soit donné ailleurs que sur le bras? Donc, si quelqu'un demande de recevoir le vaccin sur la cuisse, que pouvons-nous répondre à sa question? Je vous dirais que, comme tous les autres vaccins, on essaie de les administrer dans le deltoïde à partir du moment où on marche. L'autre chose, c'est que en grandissant, on commence à avoir bien du gras sur la cuisse, même quand on est fit. Et donc, ça va prendre une méchante longue aiguille pour se rendre dans le muscle de la cuisse. C'est faisable. Je ne vous dis pas que ce n'est pas faisable, mais il faut juste être sûr de se rendre en intramusculaire. Et disons que c'est plus facile de se rendre en intramusculaire dans le deltoïde, mais c'est la même chose pour tous les vaccins. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais idéalement, on le fait dans le deltoïde. Merci. Alors, peut-être une dernière question avant de clore ce webinaire. Je pense que vous l'avez mentionné, mais est-ce que vous pourriez parler de la relation entre le vaccin contre la grippe saisonnière et ce vaccin-ci? Combien de temps il faut attendre entre les deux? Quelles sont les recommandations pour ça? Donc, le CCNI a recommandé d'attendre 14 jours entre un vaccin X et le vaccin contre la COVID. Encore une fois, pour ne pas mélanger les manifestations cliniques inhabituelles. C'est-à-dire que quelqu'un aurait je sais pas moi, de la fièvre ou des céphalées après son vaccin contre la grippe. On ne voudrait pas que ce soit attribué de façon erronée au vaccin contre la COVID. Donc, on a mis 14 jours avant, puis on a demandé 1 mois après. Donc, vaccin contre la grippe et COVID, c'est 14 jours. COVID et vaccin contre la grippe, c'est 28 jours. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Merci aussi d'avoir présenté. Alors, on arrive à la fin de la présentation. Je remercie tout le monde d'être venu, d'avoir participé entre Noël et le jour de l'an. J'imagine que c'est un temps occupé pour tout le monde. Donc, je vous remercie. Nous espérons que l'information présentée soutiendra votre pratique pendant ces temps sans précédent autour de la COVID-19. Alors, merci encore, Dr. Caroline Quach, pour toute l'information et d'être resté avec nous pour répondre à toutes les questions. Le CCNMI organisera d'autres webinaires au sujet des vaccins. Donc, vous pouvez consulter le ccnmi.ca pour plus d'informations, nous suivre sur les médias sociaux. Il y a une version anglaise de ce même webinaire qui a été faite ce matin. Donc, les ressources associées à celle-ci ainsi qu'à ce webinaire seront disponibles sur le site web sous peu. Alors, nous vous invitons aussi, comme c'est écrit à l'écran, de remplir une courte évaluation en quittant le webinaire. Ça va apparaître là, directement pour vous. Les informations qu'on recueille vont nous permettre de mieux planifier nos activités. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tous et au revoir. Bonne continuation.